À nouveau, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour la rubrique L'invité du soir. Et si les politiques obéissaient aux mêmes lois que les marchés, c'est la thématique que nous abordons ce soir avec notre invité du lundi, Jed Sophonie Koboudé. Si les partis politiques étaient comme les commerçants, des acteurs rationnels cherchant à maximiser leur profit, dans ce cas, il s'agit de la politique où c'est plutôt leur voix ou leur influence, leur accès aux ressources. Eh bien, dans l'idée derrière cette analyse, c'est bien sûr une tradition intellectuelle puissante, l'analyse économique de la politique. Et c'est bien sûr de cette question que nous allons parler ce soir. Nous allons discuter avec notre invité déjà en ligne. Bonsoir, Jed Sophonie Koboudé. Bonsoir, chère madame, et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, j'ai Sophonie Koboudé. En économie, un marché repose sur l'offre, la demande, la concurrence et même les incitations. Peut-on transposer ces concepts à la politique? Ben, évidemment que oui, je pense que oui. On peut faire un parallèle entre l'économie de marché et la politique, évidemment avec prudence. Si vous voulez, en économie, un marché fonctionne grâce à quoi? Vous venez de le dire. Fonctionne grâce à l'offre, la demande, la concurrence et les incitations. Bon, l'offre, c'est les producteurs qui proposent des biens, des services. La demande, ce sont les consommateurs qui achètent ces biens et services. Et si vous voulez, ce sont des producteurs en rivalité. Et évidemment, les incitations, ce sont les motivations à offrir ou à acheter c'est bien. Donc, en politique, on trouve des équivalents assez facilement. Si vous voulez, il y a l'offre politique. Donc, ce sont les candidats et les partis. Euh, ils produisent des idées, des programmes, des projets de société. Par exemple, au Bénin, chaque parti propose son produit politique, si je puis dire, que ce soit la promesse d'améliorer les routes, de réformer l'éducation ou de lutter contre la corruption. Donc, chaque parti offre sa vision et son leadership. Donc, ça, c'est l'offre politique. Il y a la demande politique. Ce sont les citoyens, les électeurs. Eh bien, eux, ils ont des besoins, hein, ils ont des attentes en matière de sécurité, d'emploi, de santé, etc. Et ils cherchent l'offre politique qui répond le mieux. Donc, on peut dire que les électeurs achètent avec leur vote les projets politiques qui les convainquent. Et ça, c'est absolument important. Donc, ça, c'est la demande politique. Après, la concurrence, ben, comme des entreprises sur un marché, les partis politiques sont en compétition pour attirer les clients. Ce que j'appelle les clients, ce sont les votes des citoyens. Donc, plusieurs partis rivalisent pour convaincre le public, ce qui est sain parce que cela pousse chacun à se dépasser. Donc, cette concurrence incite les partis à innover, à présenter les meilleurs candidats, les meilleurs programmes, etc., etc. Et puis, il y a un dernier point qui me paraît essentiel, ce sont les incitations. Eh bien, en économie, si vous voulez, le profit motive les vendeurs et le rapport qualité-prix motive les acheteurs. Eh bien, en politique, pareil, les incitations existent aussi. Pour les hommes politiques, l'incitation principale, pour faire simple, c'est de gagner les élections. C'est cela qui les motive, et donc c'est cela qui les motive à satisfaire les électeurs. Et pour les électeurs, l'incitation à acheter une offre politique, c'est-à-dire voter pour un candidat, dépend des bénéfices attendus. Par exemple, des impôts moins élevés, de meilleures écoles, la paix sociale, donc, etc., etc. Donc, vous voyez, on peut imaginer, on peut regarder le système partisan d'un pays comme un marché des idées et des projets. C'est-à-dire que les partis seraient comme des entreprises qui doivent séduire les consommateurs, qui sont des électeurs dans ce cas. Et évidemment, comparaison n'est pas raison, on essaie d'établir une forme d'analogie, de parallèle, parce qu'il y a une différence importante
Dans un marché économique, quand on achète une tomate, par exemple, on la consomme directement et on sent tout de suite la saveur du produit qu'on vient d'acheter. En politique, le produit est plus abstrait. C'est une promesse, quoi. C'est-à-dire que c'est un programme. Et on ne découvre qu'après l'élection si la promesse est tenue ou pas. Donc, le lien direct entre offre et demande est moins clair, ce qui rend le marché politique un peu plus brouillé. Mais il est clair que l'analogie reste très, très utile. Alors, si la transposition est possible telle que vous venez de l'expliquer, comment cela peut se faire concrètement? Comment cela peut se faire concrètement? Ben, c'est assez simple. C'est que, si vous voulez, pour analyser le système partisan, la société politique d'un pays, il vous faut une grille d'analyse. Donc, bon, ce que j'essaie de dire par ma première réponse, c'est que on peut utiliser l'outil de l'analyse économique pour approcher la compréhension d'un système partisan. Absolument. Alors, j'aide Sophonie Koboudé sur un marché, la régulation vise à corriger les défaillances, monopoles, externalités et autres. En politique, quelles seraient les défaillances du marché partisan et comment les corriger? Alors, c'est une question essentielle. C'est une question essentielle. Si vous voulez, dans un système partisan, plusieurs problèmes peuvent survenir. Un peu comme ce qu'on appelle les défaillances sur le marché économique. Ben, les problèmes qui peuvent survenir, c'est par exemple le monopole politique, c'est-à-dire un parti unique qui s'accapare du pouvoir et qui limite le choix des citoyens. Ça peut arriver. Et la solution pour ça, c'est une constitution et des lois électorales garantissant le multipartisme et des élections libres et équitables. Par exemple, la limite des mandats ou la liberté des médias. Bon. Donc, on peut avoir un premier problème, une première défaillance dans le système partisan qui est au fond le risque de monopole politique. Il y a aussi le risque inverse, c'est-à-dire la fragmentation extrême qui conduit à l'instabilité, c'est-à-dire un trop grand nombre de petits partis qui rendent le système illisible et ingouvernable. Voilà. Donc ça, c'est aussi un risque possible, une défaillance possible du marché que constitue le système partisan. Et donc, bon, pour lutter contre les fragmentations extrêmes, les solutions passent par la fixation de seuils électoral, des critères stricts, etc., etc. Bon. Alors, si on comprend bien vos analyses, Jed Sophonie Koboudé, peut-on dire que la réforme du système partisan sous Patrice Talon constitue une tentative de régulation de ce marché, du marché au Bénin, du marché politique au Bénin? Alors, donc on va appliquer du coup tous nos concepts là au système partisan du Bénin. Donc, on vient à un cas concret, donc celui du Bénin. Pour cela, d'un point de vue économique, en effet, on peut effectivement analyser les réformes du président Talon comme une intervention de l'État pour réguler le marché des partis. J'utilise volontairement l'expression marché des partis. Mais pour cela, il faut qu'on fasse un pareil essentiel. Prenons 5 minutes pour faire un pas en arrière. Avant les réformes, le Bénin connaissait quoi? Un multipartisme, on va dire, très ouvert, depuis 1990 en tout cas, avec peu de barrières à la création de partis. Quel a été le résultat? En 30 ans, plus de 200 partis ont été enregistrés, dont beaucoup étaient de petite taille, souvent créés autour d'individus influents ou pour des alliances électorales, etc. Bon. Cette prolifération
entraînait des bulletins de vote extrêmement longs, une confusion chez les électeurs, parce que quand il y a 40, 50 listes, bon, c'est difficile de choisir, quoi. L'abondance de choix conduit paradoxalement à de l'indécision. Et cela peut conduire aussi à, comment dire, à une instabilité politique due à des coalitions qui sont très, très fragiles. Donc, voilà le système. Bon, le président Talon arrive et dit, bon, il juge ce système déliquescent, qui était au fond caractérisé par des partis de propriétaires, quoi, c'est-à-dire des micro-partis régionaux, etc., et qui rendaient le marché politique en quelque sorte inefficace pour les électeurs. Donc arrivent maintenant les réformes, ce qu'on va appeler, ce qu'il est convenu d'appeler les réformes talons, pour réformer le système partisan. Donc là, il y a eu une hausse des exigences pour créer un parti, il y a eu le relèvement du seuil du nombre de fondateurs qu'il faut. Il y a eu un seuil électoral qui a été fixé, même une caution qui a été relevée. Il y a désormais une certification administrative des partis, c'est-à-dire les partis doivent obtenir un certificat de conformité, je crois, du ministère de l'Intérieur, pour prouver qu'ils respectent les nouvelles règles. Et puis, il y a le financement public des partis, l'État qui a prévu de financer les partis en échange de règles. C'était un peu la carotte, quoi, dans la réforme. Bon. Maintenant, donc on parle d'un système, donc la période avant les réformes. Il y a eu les réformes. Quel a été l'effet de ces réformes? Donc, il est clair que les réformes ont drastiquement réduit le nombre de partis actifs. Donc, ça c'est indiscutable. Bon, le problème, c'est que donc on a un système, donc l'État apporte une régulation dans le système, et ben, il peut y avoir une surréaction de la régulation. Ben, on l'a vu en 2019, par exemple, où finalement, seuls deux blocs proches du président, tous les sièges. Du coup, il y a eu ce qu'on a appelé l'exclusion de l'opposition. Et cela a engendré une crise politique dans le pays. Mais c'est une surréaction de la régulation qui a été apportée via comment dire, les réformes. Donc, bien que les réformes ont épuré le marché, puisqu'on est dans les expressions économiques, bien que les réformes ont épuré le marché, cela a conduit à une surréaction et a temporairement éliminé la concurrence. Et donc, cela a suscité des critiques quant à un possible monopole politique. Eh bien, ce qu'on a vu, c'est qu'après cela, la situation s'est corrigée de lui-même. L'opposition a pu revenir dans le jeu lors des élections législatives de 2023. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, du point de vue, si on utilise le prisme de l'analyse économique pour regarder le système partisan du Bénin, la situation actuelle ressemble à un marché oligopolistique régulé, avec quelques grands partis dominants, donc on va dire 3, et quelques autres partis beaucoup plus modestes, et des règles plutôt strictes. Maintenant, l'enjeu est de savoir si cette concurrence limitée, donc, puisqu'on est dans une situation de marché oligopolistique, si cette concurrence limitée n'est pas trop limitée, justement, ou ne deviendra pas une connivence ou un monopole déguisé. Donc, l'enjeu est de voir, dans la durée, si la régulation est introduite par la réforme du système partisan, l'enjeu est de savoir si cela va conduire à un monopole déguisé dans la durée, ou si cela
va conduire finalement à une situation d'équilibre où on a une équilibre parfaite entre le monopole et l'extrême fragmentation. Bon, voilà, voilà. Alors, Jette Sophonie Kaboudé, on peut donc affirmer que la réforme du système partisan obéit aux mêmes lois que les marchés? Alors, disons que le fonctionnement du système partisan obéit aux mêmes lois que, en tout cas, on peut faire une analogie avec les marchés. Donc, dans la description, la réforme du système partisan du Bénin, c'est une régulation qu'on apporte dans le marché. Et cette régulation n'est pas de diagnostic qui est qu'au fond, il y a une extrême fragmentation du marché politique. Et donc, on avait trop de tout petits partis, de micro-partis. Et qu'il fallait introduire une régulation qui, au fond, créait des partis plutôt grands et en échange des règles un peu strictes, un financement public des partis. Donc, il faudra voir dans la durée quel sera l'équilibre que va atteindre cette régulation introduite. Alors, y a-t-il d'autres pays où le système partisan fonctionne comme tel, comme un marché régulé? Oui. De nombreux pays en Afrique ou comme ailleurs. On a de nombreux exemples de systèmes partisans, d'ailleurs, qui peuvent soit vers un marché très régulé, soit au contraire vers un marché très libre. On a les marchés, comment dire, les systèmes partisans très régulés, style Kenya, Ghana. Donc, c'est des pays qui ont mis en place des règles strictes pour éviter quoi? Pour éviter la fragmentation et encourager la formation de grands partis inclusifs. Voilà. Donc, cela apporte une stabilité, mais cela ne résout pas toujours les tensions ethniques. Regardez le cas du Kenya, et peut drastiquement réduire le nombre de candidats, ce qui peut être vu comme une baisse de l'offre, en tout cas une diminution de la diversité de l'offre. Donc voilà. Donc on a aussi les systèmes partisans très libres. Dans le monde, on le voit bien. Par exemple, en Israël ou en Italie, même les Pays-Bas. Ces pays ont historiquement très peu de barrières à la création de partis. Donc cela entraîne une multitude de formations au Parlement, mais le risque, c'est que ça crée une instabilité gouvernementale. D'ailleurs, Israël a fini par relever son seuil électoral pour plus de gouvernabilité. Et ça, c'est important à savoir. Donc, la leçon pour le Bénin, c'est que si une forte fragmentation peut fonctionner dans des contextes culturels spécifiques, elle risque d'être ingérable pour un pays en développement. Donc, il faut une certaine régulation. Mais cependant, la diversité politique n'est pas intrinsèquement mauvaise non plus. Si on a des mécanismes de consensus qui existent, quoi. Alors, vous venez de citer ce qu'on peut apprendre pour le cas du Bénin. Quel aspect de la politique résiste à une analyse économique, Jette Sophonie Kaboudé? Ah là, vous voulez me faire dire tout le contraire de ce que j'ai dit jusque-là. Non, mais plus exactement, c'est une très bonne question parce que, évidemment que l'analogie qu'on essaie d'établir entre la politique et les marchés économiques, elle est très féconde, elle est très éclairante, mais il ne faut pas la pousser trop loin non plus. Parce que la politique implique des dimensions humaines qui ne se réduisent pas toujours à l'offre, la demande ou des incitations calculées. C'est-à-dire que, au fond, la politique
euh, si vous voulez, diffèrent de l'économie parce que les valeurs et la morale peuvent parfois primer sur l'intérêt matériel, par exemple. Bien sûr. C'est le cas des votes éthiques ou des décisions par principe. Par exemple, quelqu'un peut voter pour un candidat parce que ben, le candidat prône des valeurs écologiques qui sont très alignées avec les valeurs que prône l'électeur lui-même. Donc, les valeurs ont en réalité un prix. Donc, c'est un peu ce qui dit, comment dire, c'est en cela que la politique diffère de l'économie. D'ailleurs, on peut avoir un attachement identitaire et émotionnel. Par exemple, l'ethnie, la religion, la loyauté historique influencent grandement les comportements politiques. Ça existe. On sait très bien que certaines zones, certaines parties du Bénin votent grosso modo pour tel candidat ou tel candidat proche de tel autre. Ça existe. Donc le vote ethnique existe. Donc cela échappe à la rationalité froide de l'économie, quoi. Et évidemment, l'autre point comment dire, l'autre faiblesse de l'analogie politique-économie, politique-marché qu'on essaye de faire, c'est évidemment les imprévus et les crises majeures, par exemple les pandémies, les catastrophes, etc. Eh bien, les imprévus bouleversent totalement l'échiquier politique, indépendamment de l'offre et de la demande initiale. Et puis, la notion de bien commun, d'intérêt général, si vous voulez, transcende la simple addition des intérêts individuels. Donc oui, le travail qu'on a fait ce soir, j'espère que les téléspectateurs ont pris du plaisir à suivre cette façon de regarder le système partisan d'un pays, c'est-à-dire en faisant l'analogie, le rapprochement avec le fonctionnement des marchés économiques. C'est une analogie très, très féconde, très, très, qui peut être utile pour l'analyse, mais il ne faut pas non plus pousser l'analogie trop loin, en effet. Bien sûr. Alors finalement, quels sont les aspects de la politique économique de la politique qu'on peut retenir pour le Bénin? Ben, si vous voulez, il y a clairement, oh, si vous appliquez les, les, euh, les concepts qu'on vient d'énumérer tout à l'heure au système partisan du Bénin, vous voyez, vous pouvez décrire précisément notre système partisan et même à partir de là, faire une analyse prospective. Quelle est la situation actuelle, si je dois parler en termes économiques? Eh bien, la situation actuelle du système partisan au Bénin ressemble à un marché oligopolistique. Oligopolistique pour dire qu'il y a très peu d'acteurs. Donc l'offre politique est concentrée au fond sur très très peu d'acteurs. Bon, si on élargit, on dira pour 2026, il va y avoir quoi? Il va y avoir 3, 4 partis peut-être qui vont pouvoir comment dire, afficher un candidat et un programme. Donc, on est dans une situation qui ressemble à un marché oligopolistique régulé. Régulé parce que on a des règles strictes et qui ont été d'ailleurs même le fond des réformes apportées en 2018-2019. Donc, encore une fois, l'enjeu est de savoir si cette concurrence, si ce marché oligopolistique issu de la réforme du système partisan va être efficace sur la durée ou pas. Quel est déjà votre point de vue à l'avance? Vous pensez que ça peut être utile à dans la durée? Alors, moi, je pense, si je fais une analyse prospective, bon, là, c'est de la prospective, c'est une analyse prospective, ben, moi, je pense que la concurrence est beaucoup trop limitée.
C'est-à-dire qu'on passe d'une situation extrême, effectivement, d'extrême fragmentation du paysage du système partisan, c'est-à-dire l'offre est extrêmement fragmentée, des micro-partis, etc. Et on part de là pour une situation quasiment inverse. Et je pense que quelque chose entre deux pourrait mieux fonctionner. On pourrait discuter de la pertinence des seuils électoraux, par exemple pour les revoir à la baisse. On pourrait imaginer une discussion sur la pertinence du nombre de membres fondateurs qu'il faut. Est-ce que ça n'est pas trop ou pas assez? Parce que si l'histoire nous enseigne que les grandes révolutions ou les grands changements partent toujours de la minorité, en relevant, en imposant des seuils trop importants de membres fondateurs, ben, on tue dans l'œuf des partis potentiels, quoi. Donc, moi, je trouve qu'à la longue, il va être inefficace en raison de la limitation trop grande de la concurrence. Alors, j'ai de Et la concurrence, c'est la vie. Ah oui, avec vous, nous avons abordé la thématique très intéressante de l'obéissance de la politique aux normes des marchés. Vous avez expliqué comment transposer les concepts économiques aux lois de la politique, ou plutôt les lois économiques à les lois politiques à l'économique. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche économique chez Interglobe Conseil. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Rendez-vous à lundi prochain. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique L'invité du soir avec Jette Sophonie Corboudé. Merci de nous avoir suivis. Alors, nous avons pu expliquer cette thématique et si la politique obéissait aux mêmes lois des marchés. Nous allons tout à l'heure recevoir l'avis du consultant politique sur le oligopolistique. Allez, restez avec nous.